René Guénon, Psychologie. Chapitre 20. Le jugement. On peut dire d'une façon générale que le jugement est l'affirmation d'un rapport entre deux idées. Dans la proposition, qui est l'expression verbale du jugement, les deux idées dont il s'agit sont exprimées par deux termes qui jouent respectivement les rôles de sujet et d'attribut. Et la copule, c'est-à-dire l'élément qui joint le sujet et l'attribut, et qui est généralement le verbe, n'est pas autre chose que l'expression du rapport lui-même. Mais nous n'avons pas à insister ici sur l'étude de la proposition et de ses termes, car ce côté de la question est exclusivement du ressort de la logique. Pour le moment, nous ne devons envisager le jugement qu'au point de vue purement psychologique. Ce qui importe à cet égard, ce n'est évidemment pas la proposition, mais bien ce que la pensée renferme tandis que la proposition s'énonce. C'est là que se trouve ce que nous pouvons appeler l'essence même du jugement, du moins en tant que le jugement est considéré comme fait psychologique. Le jugement est un fait mental absolument original, irréductible à d'autres phénomènes. Il diffère profondément de la sensation, et il ne s'exerce pas seulement sur la sensation ou à propos d'elle, comme nous l'avons vu dans l'étude de la perception, ni sur les images fournies par la mémoire, comme lorsqu'il s'agit de la reconnaissance, mais aussi sur des idées d'un tout autre ordre que l'ordre sensible. D'autre part, on ne peut pas réduire le jugement à l'association des idées, ni même l'expliquer par celle-ci. Il se peut sans doute que les éléments du jugement soient présentés à l'esprit par l'association des idées, mais autre chose est la simple juxtaposition des idées, et autre chose d'apercevoir et d'affirmer un rapport entre ces idées. Alors même que l'idée de rapport qui intervient ici comme un troisième élément serait elle-même rappelée par l'association, ceci n'expliquerait pas la fusion des trois éléments. L'association des idées joue donc un rôle dans le jugement, mais ce n'est qu'un rôle secondaire et en quelque sorte préparatoire. Le jugement qui s'y ajoute et qui en profite est constitué essentiellement par une véritable synthèse, par un phénomène de fusion, où un élément proprement rationnel joue un rôle prépondérant. Il est d'autant plus naturel d'attribuer le jugement tel qu'il se produit dans l'intelligence humaine à l'activité rationnelle, qu'on définit souvent la raison comme la faculté d'apercevoir des rapports. D'ailleurs, le mot ratio signifie aussi primitivement rapport. Nous avons dans ce qui précède fait commencer l'activité rationnelle, proprement dite avec la formation de l'idée générale ou du concept au sens le plus rigoureux de ce terme. Or, le jugement suppose toujours plus ou moins explicitement quelque idée générale, bien que ces éléments ne soient pas toujours des concepts, mais qu'ils puissent aussi, dans certains cas, être des idées des choses particulières et individuelles. On s'est demandé parfois si l'idée d'un être individuel n'était pas déjà le produit d'une généralisation, en ce qu'elle réunit des idées particulières de cet être aux divers moments de son existence. Mais c'est là un équivoque qui implique une méconnaissance de la vraie nature de l'idée générale. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'idée de l'être individuel suppose l'idée de la permanence de cet être à travers tous les changements auxquels il est soumis et qui sont regardés comme le modifiant que d'une façon tout accidentelle. D'autre part, certains psychologues et aussi certains logiciens ont prétendu que le concept serait en quelque sorte un jugement contracté et abrégé, sous le prétexte qu'il est déjà en un sens une liaison d'idées. Mais il est certainement abusif de donner le nom de jugement à toute liaison d'idées quelle qu'elle soit. Et de plus, si l'on veut que les éléments d'un jugement soient donnés dans d'autres jugements, on pourra se demander ce que sont les éléments de ces autres jugements, et on ne fera ainsi que reculer la difficulté indéfiniment. De ce que nous venons de dire sur le caractère rationnel du jugement, il ne faudrait pas conclure que les animaux ne jugent pas en quelque façon, d'autant plus qu'on ne pourrait le faire sans le refuser par là même la faculté de perception proprement dite, ce qui serait évidemment injustifié. Mais s'il juge, ce doit être tout autrement que nous, d'une façon qui ne peut pas être dite rationnelle et qui n'implique aucune idée générale véritable. Aussi ne faut-il pas perdre de vue que tout ce que nous disons du jugement ne s'applique que au jugement tel qu'il existe chez l'homme. Si maintenant nous analysons le processus psychologique du jugement, nous pouvons y distinguer trois phases différentes. La première phase est toute intellectuelle.
La présentation à la conscience des idées qui seront les éléments du jugement en est le premier moment, et le second moment est constitué par la fusion des éléments en question. Ensuite vient une seconde phase qui est plutôt d'ordre émotif et dans laquelle se produit la croyance dont nous parlerons plus loin. Il y a là quelque chose d'extra-intellectuel qui est comme une sorte d'inclination de l'esprit. Enfin, dans la troisième phase qui aboutit à l'affirmation, ce qui domine est un élément dû à l'action de la volonté, non pas précisément libre et réfléchie, mais plutôt de cette volonté, pour ainsi dire, impersonnelle qui est au fond de notre être. La volonté réfléchie elle-même peut d'ailleurs dans certains cas y avoir aussi une part. Il est intéressant de noter cette collaboration de toutes les facultés dans le jugement, et la preuve qu'il y a eu lieu de distinguer ces trois phases, comme nous venons de le faire, c'est qu'elles ne présentent pas toujours toutes les trois. Elles ne se présentent pas toujours toutes les trois. Elles ont une certaine indépendance réciproque. Et même dans la première phase, le premier moment peut avoir lieu sans que le second suive. Souvent, la fusion entre les idées présentées à la conscience ne se produit pas, ou bien si elle se produit, l'esprit ne va pas jusqu'à la croyance à la vérité du jugement qu'il a ébauché. D'autres fois, au contraire, la croyance subsiste aux raisons qu'on a eu de croire, et la seconde phase se produit alors qu'il ne reste plus aucune trace de la première, du moins dans le champ de la conscience claire et distincte. Quelquefois encore, la croyance ne va pas jusqu'à l'affirmation. Ajoutons à ce propos que l'on peut avoir à la fois plusieurs sortes de croyances assez contradictoires, tandis que l'affirmation sur un point exclut toute autre affirmation qui la contredit. Cette différence tient au rôle que jouent respectivement le sentiment et la volonté dans la croyance et dans l'affirmation, car on a quelquefois des sentiments contradictoires, mais on ne peut jamais avoir qu'une seule volonté. Enfin, il arrive aussi parfois que l'esprit affirme sans qu'il y ait à proprement dire croyance. On peut ne ressentir aucune espèce d'inclination ou de sympathie pour des vérités qu'on n'hésite cependant pas à affirmer. Et même, nous pourrions dire que la croyance, par là même qu'elle est sentiment, n'intervient pas lorsqu'il s'agit des vérités les plus purement intellectuelles. Dans ce dernier cas, on comprend ces vérités ou on ne les comprend pas. Et si on les comprend, cela doit suffire pour entraîner l'adhésion pleine et entière de l'esprit, donc l'affirmation, dans des conditions telles qu'il n'y a plus de place pour la croyance, mais seulement pour la certitude.